La région d'Oen. Inspirée de l'île japonaise de Kyushu et d'une partie de l'archipel d'Okinawa, nous la découvrons pour la première fois à travers les versions Ruby et Saphir. Cette région située au sud-ouest de Johto et Kanto recèle bien des mystères. De l'origine de sa création jusqu'au folklore l'entourant en passant par la multiplicité des univers, nous allons pouvoir aborder bien des aspects. Lançons-nous dans le vif du sujet et parlons de la création de cette région. Du fait qu'il existe deux ON, une où la méga évolution existe et l'autre où elle n'est pas présente, nous allons avoir deux histoires assez similaires. Ces deux histoires connaissent quelques différences, mais elles sont globalement les mêmes. Faisons une rapide présentation du trio Météo. Les membres qui le composent correspondent aux 4 éléments de la philosophie naturelle. Groudon symbolise la terre et le feu, Kyogre l'eau et Rayquaza l'air. Ils peuvent aussi être comparés aux créatures mythiques, Ziz, Léviathan et Behemoth. De plus, leur rôle en tant que gardien correspond aux sphères élémentaires de la Terre et ses environs. Kyogre pour l'hydrosphère, Groudon pour la lithosphère et Rayquaza pour l'atmosphère. Ces 3 membres présentent aussi une physiologie assez semblable, avec des signes distinctifs partout sur leur corps et leurs yeux jaunes. D'après la légende, le continent fut l'œuvre de Groudon et de Kyogre. Le premier aurait créé la terre et les montagnes, tandis que le second aurait fait jaillir les océans et les rivières. Mais très rapidement, chacun des 2 titans voulut voir le monde à son image. Une terrible guerre éclata, et elle ne put être arrêtée que par Rayquaza qui réussit à calmer les 2 Pokémon. Ceux-ci restèrent d'ailleurs endormis jusqu'à ce qu'ils soient réveillés par les événements des versions Ruby, Saphir et Émeraude. C'est en tout cas l'histoire qui nous était présentée lors de la sortie de la 3e génération et nous n'avons pas eu plus de détails. Néanmoins, l'arrivée des versions remasterisées aura permis de creuser un peu plus cette histoire et Game Freak aura très certainement voulu la rendre un peu plus attractive. C'est pourquoi, profitant de l'arrivée des méga évolutions, ces derniers en auront donné une à chacun des membres du trio. Ils expliqueront d'ailleurs cette nouvelle arrivée par un monde parallèle à celui que nous connaissons, où la méga évolution existe. Intéressons-nous d'ailleurs à l'histoire dans le monde méga évolutif. À une époque reculée, aux origines de l'histoire du monde, la nature regorgea d'énergie. Celle-ci offrait à Groudon et à Kyogre un pouvoir colossal. Alimenté par cette force immense et en quête de toujours plus de pouvoir, ils ne cessèrent de s'affronter, au risque de mettre en danger les habitants et les Pokémon d'Oen. La transformation qu'ils subissaient une fois gorgés de la puissance de la nature fut nommée Primo-Résurgence. Et les habitants de la région terrifiés les nommèrent Primo-Groudon et Primo-Kyogre. Virevoltant haut dans le ciel, un être observait cette situation dramatique. Rayquaza, un Pokémon protecteur, vénéré par les habitants d'Oen. Après un combat de 20 jours et 20 nuits entre Primo-Groudon et Primo-Kyogre, l'équilibre de la nature commença à se dégrader et le monde plongea dans le chaos. À l'orée du désespoir, les habitants se rassemblèrent autour d'une grande stèle au reflet arc-en-ciel pour prier Rayquaza afin qu'il leur vienne en aide. Leur dieu finit alors par descendre pour s'interposer entre les 2 titans. Son corps, entouré d'un manteau de lumière, commença alors à se transformer. La suite est celle que nous connaissons. Notre dragon vert va mettre fin au conflit. Primo-Groudon et Primo-Kyogre retourneront à leur sommeil et Rayquaza continuera de voler dans les airs tout en surveillant la région d'Oen pour parer à éventuellement une autre menace. En parlant de menaces, nous allons en aborder une. Le cas Deoxys. Tout d'abord, parlons de ses origines. Nous savons que Deoxys est arrivé en même temps qu'une pluie de météorites qui avait failli à nouveau réveiller nos 2 titans. Arrivé à l'état de virus, le Pokédex va nous apprendre que c'est un rayon qui aurait fait muter ce virus en Pokémon que nous connaissons tous. Il me vient alors à l'esprit 2 explications pour la naissance de Deoxys. Première explication, le rayon laser serait l'œuvre de scientifiques qui faisaient des tests sur ce virus. Nous savons que la plupart des scientifiques dans Pokémon travaillent sur l'ADN afin de créer de nouveaux Pokémon. Il ne serait donc pas impossible qu'à l'instar de Métamorph ou Type 0, les scientifiques aient voulu créer un Pokémon à base de cellules extraterrestres. La deuxième explication, un peu moins plausible mais que personnellement je préfère, serait que ce rayon laser viendrait d'une arme que nous commençons à bien connaître. Nous verrons dans la suite de la vidéo qu'une météorite est tombée sur Terre il y a 3000 ans. Si on fait le rapprochement avec les événements de cette époque, il serait probable que le virus, ou tout simplement que la météorite, ait été touchée par le laser d'Azel. On sait de cette arme qu'elle a pu ramener un Pokémon à la vie, qu'elle a pu tuer d'innombrables Pokémon et humains, alors pourquoi pas transformer un virus en Pokémon. Mais au-delà de ses origines, c'est surtout son implication dans l'histoire d'Oen qui va nous intéresser. Nous savons que Rayquaza a défait Deoxys une première fois au moment de sa mutation.
Le combat aura fait rage et Deoxys ira se terrer, blessé, au fond des océans durant une période indéterminée. Un film tentera de nous donner une explication un peu tangente à cette attente. Le Pokémon extraterrestre reviendrait uniquement pour chercher un deuxième Deoxys qui serait venu sur Terre en même temps que lui dans une météorite. Néanmoins, nous remarquons quelques incohérences. Premièrement, à aucun moment il n'est fait mention de deux Deoxys dans le même monde, que ce soit dans le Pokédex ou dans les jeux vidéo. Deuxièmement, il nous est bien dit, toujours dans le Pokédex, que c'est une action naturelle ou humaine qui aura amené le virus à muter en Pokémon. Or, Deoxys recherchait depuis le début son comparse dans la météorite. Ce qui signifierait qu'il est déjà arrivé sous cette forme depuis l'espace, et donc que cela ne collerait plus avec la définition de notre chère encyclopédie Pokémon. Quittons un peu nos délires extraterrestres pour revenir en arrière. Et pourquoi ? Pour parler des anciens peuples vivant à Hoenn. Les plus connus sont au nombre de deux, le peuple Atalan et le peuple du Météore. Ayant un peu plus d'informations sur elles, je vais commencer par parler de la civilisation Atalante. Une petite introduction sur ce peuple. Ils vivent pour la plupart à Atalanopolis, logés dans un cratère gigantesque qui, je le rappelle, a été créé par une météorite qui se serait écrasée sur le chenal. Cette ville comporte quelques maisons et la 8e et dernière arène d'Hoenn. À savoir que nous pouvions y accéder seulement si nous possédions les techniques surf et plongée. Cette ville semble avoir un lien particulier avec l'eau, et le type du champion d'arène, Mark, ne fait que renforcer ce lien. Étudions maintenant le trio des golems légendaires, Regice, Registil et Regirock. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Vous allez vite le comprendre. Ce trio était certainement l'un des plus durs à trouver dans les jeux Pokémon, et pour cause. Il faut résoudre une énigme complexe en braille. Cet alphabet inventé en 1825 par Louis Braille, conçu spécialement pour les personnes aveugles. C'était donc une énigme très complexe pour ceux ne savant pas lire le braille ou ne sachant tout simplement pas ce que c'était. Mais essayons de comprendre pourquoi il était si difficile de trouver ces golems et surtout pourquoi est-ce qu'ils ont été placés dans des endroits aussi lointains. Quand je dis lointain, c'est effectivement le cas. Ils ont été chacun placés dans une grotte, chacune à un point cardinal de la carte. Dans celle-ci, nous trouverons 7 stèles avec des écritures en braille. Si nous les déchiffrons, nous obtenons le texte suivant. Dans cette caverne, vivait autrefois notre peuple. Nous devons tout aux Pokémon, mais nous les avons retenus loin de nous. Jadis, nous craignions les Pokémon. Démontre ton courage, ouvre la porte et libère un Pokémon éternel. Commence par Relicante et finis avec Wally. Nous savons donc qu'un peuple antique avait élu domicile dans cette caverne. Il est fait référence à des Pokémon hauts, qu'ils les craignent, mais qu'en même temps, ils leur doivent tout. Le rapprochement avec la civilisation Atalante est vite fait. De tout cela, et avec nos connaissances, nous pourrions élaborer une théorie. Il y a fort longtemps, vivait un peuple paisible, évoluant en harmonie aux côtés de la nature et des Pokémon. Un jour, 3 Pokémon vinrent briser cette quiétude et semer des ravages, afin de protéger les terres confiées par Regigigas. Ils étaient dotés d'une puissance jamais vue, légendaire, et si chacun individuellement pouvait tenir tête aux humains, ensemble, ils étaient invincibles. Usant de ruse et de courage, le peuple réussit à enfermer les 3 golems et à les éloigner les uns des autres. Le géant de roche fut enfermé dans les ruines désert au nord, le géant de glace dans la grotte de l'îlot à l'ouest, et le géant d'acier dans le tombeau antique à l'est. Ne se sentant pas en sécurité à cause de toutes les pertes matérielles et humaines que ces 3 Pokémon avaient causées, le reste du peuple décida de s'enfermer pour se protéger dans une grotte sous-marine au sud. Ils eurent recours aux Pokémon aquatiques pour rentrer dans la grotte et pour en sortir chercher des vivres. C'est ce qui aura fait qu'ils auront construit un lien très fort avec les Pokémon eau. Les survivants, en reconnaissance de leur héros aquatique, prirent le nom de peuple Atalan. Cette théorie explique donc pourquoi les 3 golems ont été enfermés avec autant de précautions. Ils étaient bien trop puissants et le peuple ne voulait pas avoir à revivre ce fléau. C'est par la suite que ce peuple s'installera dans la ville que nous connaissons tous actuellement, profitant de ce puits formé naturellement par une météorite pour fonder Atalanopolis. Et pour ne pas déroger à la coutume, tout cela se passa bien sûr il y a 3000 ans. Parmi eux, nous connaissons Mark, le champion de la ville, Atalante, qui n'est d'autre que sa nièce et une championne de concours de mode Pokémon, ainsi que Rowan, qui est champion dans les versions Émeraude d'Atalanopolis, et qui est aussi le maître de Mark. Parlons maintenant du peuple du Météore. Nous savons qu'ils vivaient sur le site Météore, et qu'ils tiennent leur nom de la chute de Météore arrivée non loin de celui.
Lorsque nous rencontrons Amaryllis, elle nous conte d'ailleurs leur histoire. Une météorite, venue des confins des plus reculés de l'espace, s'écrasa non loin d'un village où habitait un clan spécialisé dans les Pokémon dragons. Un Pokémon d'un vert resplendissant descendit des cieux, comme s'il répondait à l'appel de la pierre étincelante. Il parvint à calmer les conflits de Primo Groudon et Primo Kyogre. Le peuple d'Hoenn célébra Rayquaza comme son sauveur. Une autre météorite, quelques années plus tard, secoua tellement la terre qu'elle réveilla les deux Pokémon légendaires. Rayquaza descendit des cieux. Et alors que les hommes multipliaient les marques de dévotion à son égard, un changement se produisit. Rayquaza fut enveloppé d'une lumière aveuglante. Quand il réapparut, son apparence avait changé, et sa puissance était encore plus grande. Bien sûr, vous l'aurez compris, ce peuple n'est pleinement présenté que dans les versions Ruby Omega et Saphir Alpha. D'ailleurs, l'épisode Delta de ces versions nous en apprendra un peu plus sur les événements arrivés il y a 3000 ans. Et quels événements ? Tout simplement la première méga évolution du monde Pokémon. Ce ne serait donc pas Kalos, le berceau de la méga évolution, mais Hoenn. Mis à part ça, l'épisode Delta fait un lien très particulier entre Amaryllis et Pierre Rochard. Nous apprenons aussi que de par son peuple, Amaryllis est la gardienne de la méga gemme de Rayquaza. Méga évolution qui dépasse largement toutes les autres et qui aura sauvé le monde de bien des manières. Nous pouvons aussi voir un lien entre Mark, cité précédemment, et Amaryllis, car les deux peuvent lever le sceau qui permet d'accéder au pilier céleste. Les peuples d'Hoenn sont donc bien différents, mais paraissent en totale osmose. Il m'est arrivé de me demander si Pierre Rochard ne faisait pas partie d'ailleurs de ce peuple. Mais pour répondre à cette question, il faudrait que je me penche bien plus sur la question, et cela pourrait arriver dans une prochaine vidéo. Je vais m'arrêter ici pour l'histoire d'Hoenn. Au fil de mes recherches, j'ai pu découvrir qu'il restait encore beaucoup de choses à raconter sur Hoenn. Mais cela n'étant pour la plupart que des théories, j'en ferai des vidéos différentes, et non pas basées sur l'histoire de la région. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, que la nouvelle manière de tourner aussi, et je vous dis à très vite pour de nouvelles choses à apprendre. Tchuss!